Bonjour et bienvenue aujourd'hui au studio Air Cosmos dans lequel on va aborder un sujet grave. On va revenir sur l'accident du Rio-Paris qui arrive maintenant il y a quand même quelques années, mais dont le procès va encore une fois débuter en début de semaine prochaine. Et pour cette occasion, on reçoit aujourd'hui un invité de marque puisqu'il s'agit de Vincent Gilles. Bonjour Vincent. Bonjour Xavier. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots? Avec plaisir. Vincent Gilles, je suis donc commandant de bord à Air France sur Boeing 777. Dans ma carrière, j'ai fait une vingtaine d'années sur long courrier, une dizaine sur moyen courrier. J'ai une expérience d'instructeur d'une douzaine d'années à peu près. Et je suis aujourd'hui donc vice-président du syndicat national des pilotes de ligne. Alors, on va du coup, si vous le voulez bien, reprendre déjà la situation et puis essayer de la réexpliquer parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de cet accident. Bien sûr. Le premier, c'est qu'on est sur un appareil, un Airbus A330, qui est un avion moderne de quatrième génération de sécurité aérienne. C'est-à-dire qu'il possède des protections de son domaine de vol qui doivent l'empêcher de se retrouver dans une situation qui est dangereuse, qui s'appelle le décrochage. C'est-à-dire que logiquement, l'avion va refuser, par exemple, de faire des virages trop inclinés, de voler trop lentement, de faire des angles, des choses qui sont vraiment dangereuses. Jusque-là, on est d'accord? Absolument. Cette technologie, elle sert à deux choses. Elle sert au confort du pilote. Les avions sont plus faciles à piloter. Et sert également à protéger l'avion pour éviter qu'il sorte du domaine de vol, comme vous le mentionnez, à condition qu'il ne soit pas en panne. Voilà, alors justement on en vient à ce vol, ce fameux vol. On décolle de nuit de Rio vers Paris. Il y a un briefing, il y a une situation météo qui est connue à ce moment-là. Il est possible d'avoir des orages sur le trajet. La convergence intertropicale, c'est quelque chose qui est relativement classique. Donc les pilotes décollent dans cette situation. Est-ce que vous voulez reprendre à ce moment-là le fil des événements? Oui, avec plaisir. Bon, c'est une situation qui est à peu près quotidienne. Hein. Oui. C'est dans cette zone entre le 20 degrés nord et le 20 degrés sud. C'est l'équateur. C'est l'équateur. Le golfe de Guinée est générateur d'orages très puissants qui ont lieu toutes les nuits. La situation n'a rien de particulier sur le papier. Oui, il y a des milliers d'avions qui traversent cette zone. On contourne les orages partout dans le monde tous Absolument. les jours. Il n'y a aucun souci, on a Absolument. des radars météo, tout va bien. On n'est pas en train d'escalader l'Everest. Qu'on soit bien clair. Moi, j'ai fait cette ligne une trentaine de fois dans ma carrière. Effectivement, il y a des orages, on les évite, ou on n'a pas besoin de les éviter. C'est une situation sur le papier qui est assez nominale, on va dire. Rien ne permet de penser qu'il y a une situation particulièrement délicate à ce moment-là du vol, quand on étudie le dossier. Quand on arrive proche de cette zone, on arrive en atmosphère qui est givrante. Alors déjà, premier point, on peut être en atmosphère givrante sans être à proximité d'un orage. Alors, on peut être en atmosphère givrante sans être à proximité d'un orage et sans même être dans l'orage. Il y a ce qui s'appelle ces fameux cristaux de glace qui sont en réalité à proximité des orages et qui ne sont pas détectables par les radars. Et qui étaient effectivement assez mal connus à l'époque. Voilà ce que j'allais dire. Dans ce cadre particulier, l'avion rentre dans cette zone où potentiellement il y a du givrage, et là il a ces informations de vitesse qui vont arrêter d'être correctes. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les trois tubes pitot, ces fameux tubes pitot qui sont des tubes avec une cavité à l'intérieur qui permettent par des mesures de pression d'élaborer la vitesse pour l'avion. Si on le dit très simplement, je sors la main de la voiture, je regarde la force du vent, on en déduit par rapport à notre pression atmosphérique la vitesse réelle, mais du coup, ces tubes arrêtent de fournir des informations aux pilotes. Absolument, ça s'arrête de façon nette, et comme c'est l'information fondamentale qui est fournie au calculateur de bord, les calculateurs de bord, constatant cela, rendent la main, et donc le pilote automatique saute, et les pilotes reprennent le pilotage de l'avion à la main. Donc là, on a des alarmes dans le cockpit qui vont se déclencher. La première alarme, c'est le pilote PA, automatique saute. Mais donc, la première chose qui se passe pour un pilote, c'est qu'il doit reprendre l'avion à la main. À ce moment-là, il y a aussi des informations, notamment sur les affichages, qui vont indiquer que l'avion est plus bas, tout d'un coup, alors que l'avion est quand même relativement à plat. Et eux, ils vont avoir une réaction qui est normale dans ce cas-là. S'ils sont trop bas, logiquement, ils doivent remonter. Écoutez, voilà, en fait, le pilote qui était à droite, il a vu soudainement son altitude tomber de 300 pieds, c'est-à-dire 120 mètres, ou une centaine de mètres. Il n'y a pas de pilote au monde qui n'aurait pas eu le réflexe que de corriger cet écart. Depuis qu'on apprend à piloter à l'école, le premier élément fondamental, c'est le maintien des paramètres. Le maintien des paramètres de trajectoire, le maintien des paramètres de vitesse, le maintien des paramètres d'altitude. Et on nous apprend à corriger cela le plus vite possible. Ça fait partie des réflexes de pilote. Et c'est je dirais, l'essence de notre compétence et de notre professionnalisme et de notre rigueur. Donc tout à fait normal de faire remonter l'avion à ce moment-là. Réaction normale. Ils ont aussi des indicateurs à ce moment-là qui leur donnent des informations. Notamment, il y en a un, c'est l'indicateur de tendance qui
a justement cette information qui donne au pilote, attention, tu risques de rentrer en survitesse. Ça se produit un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard dans le vol. Je pense que c'est très difficile de savoir exactement d'abord ce que les pilotes voyaient, puisqu'il faut savoir qu'on a récupéré les enregistreurs de bord et que tout le panneau droit du copilote n'est pas récupéré. Ce que nous avons mentionné sur l'altitude a été reconstitué par le bureau enquête et analyse par des calculs. Cette baisse d'altitude, on ne sait pas ce qu'il avait, mais on sait que forcément, de par le fonctionnement de l'altimètre, l'altitude est tombée de 300 pieds. Et on n'a pas non plus ce qui s'appelle les navigation display. Ce sont les cartes qui représentent la navigation qu'on est en train de suivre, sur lesquelles s'inscrivent en surimpression les images radar. D'accord, donc on est aujourd'hui quand même, malgré le fait d'avoir récupéré les boîtes noires 2 ans plus tard, on a quand même encore des trous dans la raquette, dans la capacité d'analyse. Absolument, absolument. Donc on fait avec ce qu'on peut. Et alors ce que vous évoquez sur le survitesse, moi je pense que ça fait partie d'un problème global. Il y a des moments où ils se sont vus en sous-vitesse, des moments en sur-vitesse. Je pense qu'ils ont un véritable problème de compréhension de ce qui se passait, de représentation de la situation dans laquelle ils étaient. Il faut bien voir une chose, c'est qu'on est de nuit, et ça paraît peut-être surprenant, mais en fait, il n'y a que les alarmes et les instruments qui nous fournissent des indications sur l'état de l'avion. Nous avons eu au syndicat des témoignages de pilotes américains qui avaient rencontré les mêmes incidents. Et vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, et heureusement, on s'en est sorti parce qu'on était de jour. Parce qu'ils ont vu ce qui se passe à l'extérieur, ils ont eu des repères complémentaires pour appréhender leur situation. Donc là, de nuit, sans lune, sans visibilité extérieure, ils peuvent effectivement croire qu'ils sont trop bas et qu'il faut remonter. Trop bas, mal orientés. En tout cas, ils ont un problème, ils ont une difficulté à représenter dans quelle situation ils se trouvent. Et pas que par rapport à la position de l'avion, mais aussi à cause de la multiplicité des alarmes auxquelles ils sont confrontés. Alors justement, ces alarmes, outre le désenclenchement, l'avion qui rend la main, le PA qui se désenclenche, quelles sont ces alarmes? Alors, c'est un élément très important, parce que la première alarme qu'ils ont eue, c'est bien sûr coupure du pilote automatique, et ensuite ils ont eu un message d'alarme qui concerne le passage en loi dégradée de commande de vol. C'est quoi une commande de vol? Je pense que vos auditeurs savent ce que c'est, mais c'est en fait la façon dont l'informatique de l'avion répond aux sollicitations du pilote. C'est ça qui fabrique l'enveloppe de vol, l'enveloppe de protection dont on parlait au début, sur ces avions de 4e génération, et le premier message a été en fait une perte du niveau maximal de protection. C'est-à-dire qu'ils sont passés dans une loi de commande de vol qui s'appelle une loi alternate. C'est le premier message qu'ils ont eu. Ensuite, ils ont eu des messages sur la puissance des moteurs. Et là, il y a un élément, moi je pense, très important. C'est que le premier message explicite qu'ils ont eu, qui permet de comprendre la nature de la panne à laquelle ils sont soumis, est arrivé 2 minutes 40 après la coupure du pilote automatique. C'est le message qui s'appelle Nav ADR Disagree, et dans lequel il y a un début de checklist où on vous dit... Juste ADR, c'est Air Data Reference. Pardon, c'est en fait effectivement le système qui élabore la vitesse à partir de l'information des sondes pitot. C'est le deuxième élément dans la ligne d'information qui arrive à l'informatique de bord. Et ils n'ont eu ce message dans lequel Nav ADR Disagree, dans lequel effectivement on renvoie assez vite vers vérifier vos vitesses. Ils n'ont eu que 2 minutes 40 après la coupure du pilote automatique. Et il faut vraiment bien comprendre quelque chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment une question là. À partir du moment où le pilote automatique s'est coupé, l'avion dans ses systèmes savait que les sondes pitot étaient perdues. Et on ne comprend pas bien pourquoi cette information n'est pas fournie au pilote. Nous pensons que c'est un élément déterminant. Si l'information avait été fournie au pilote beaucoup plus tôt, et en tout cas bien avant 2 minutes 40, je pense, on ne peut être sûr de rien, mais je pense que les pilotes auraient été engagés dans une meilleure direction pour l'analyse de la panne. Pour la compréhension de la situation en tout cas. Okay. Dans le déroulement de cette situation, les pilotes arrêtent cette montée. Alors ils arrêtent peut-être un peu trop tard, effectivement, mais alors il y a un élément de pilotage dont je voudrais témoigner sur ces avions extrêmement sophistiqués et de très grande qualité. Les automatismes, en fait, une fois que vous mettez l'avion en montée, il reste en montée. Tout comme en virage, quand on place l'avion 15 degrés en virage, il continue logiquement. Oui, il continue, mais il maintient le même, ce qui s'appelle le facteur de charge, il maintient la même accélération. Et en fait, le problème, c'est qu'il a maintenu cette accélération au-delà de la récupération de l'altitude. Parce que les pilotes étaient tellement accaparés qu'ils n'ont pas, à ce moment-là, sans doute repoussé sur le manche. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le niveau de vol qui leur avait été attribué. Voilà, ils sont partis au-dessus. Ou plutôt, ils n'ont pas corrigé, si vous voulez. Il y a cette tendance à monter, une difficulté de compréhension de la situation, qui a fait qu'ils ont continué à monter. Il faut savoir aussi qu'il y a des études ergonomiques qui ont été menées sur ces mini-manches, et qui, s'ils ont des qualités, ils ont aussi des défauts. Et un des défauts, c'est que quand un pilote se bat en roulis, ou a un pilotage difficile, il se crispe, et on comprend assez bien, il s'accroche à son manche, il a tendance à tirer dessus. Bon,
Il y a également probablement des réapparitions de flight directors qui se sont produites à ce moment-là, c'est-à-dire des indications qui sont fournies au pilote sur la tendance qu'il abonne pour qu'il récupère sa trajectoire, qui sont réapparues à ce moment-là. Tout ça explique certainement les mises en montée. Également l'application de la pleine poussée qui s'est faite aussi à ce moment-là, qui est ce que recommandait le constructeur Airbus en cas de décrochage à l'époque. Tout ça, ça produit des effets cabreurs, des effets à monter. Je ne me mets pas à leur place, je ne sais pas exactement, j'essaie de donner l'ensemble des facteurs contributifs que je peux énumérer. La réaction qu'ils ont à ce moment-là, est-ce qu'elle suit une checklist? Est-ce qu'il y a une procédure pour information non fiable quand on est comme ça en vol de croisière? Non, il n'y a pas d'informations non fiables, il y a une multitude d'informations qui vous arrivent et il faut arriver à discriminer la source des choses. Et en l'occurrence, la source des choses est apparue 2 minutes 40 après l'apparition d'autres pannes qui étaient des conséquences de la première finalement. Donc il n'existait pas de procédure préétablie pour répondre à cette situation précise. Alors, il y a des procédures pour répondre à des briques de ce qui leur arrive, mais face à l'ensemble des choses, je ne sais pas si c'est la procédure qui est la solution. La solution, excusez-moi, c'est l'entraînement. Face à une situation inconnue, pour détecter les symptômes, pour être capable de réagir, il faut être entraîné. Ça fait partie de la base de la préparation du pilote. Et là, en l'occurrence, est-ce que les pilotes étaient encore entraînés à faire face notamment au décrochage de cette situation? Alors, première chose, les pilotes n'étaient pas entraînés au vol à haute altitude. Lorsque ce premier niveau de protection dont on a parlé plusieurs fois saute et qu'on se retrouve en loi alternate, vous avez un avion dont le pilotage est particulier. En profondeur, c'est-à-dire pour faire monter et descendre l'avion, il a un comportement qui est normal, avec cette particularité d'équilibrage dont j'ai parlé tout à l'heure, d'autotrim. Mais en roulis, c'est-à-dire pour le faire tourner à gauche et à droite, tout d'un coup, il devient 2 fois plus sensible. Ça paraît peut-être rien comme ça, mais à 4 heures au milieu de la nuit, en plein baisse de vigilance et de performance, face à une multitude d'autres alarmes, et bien le fait de ne pas être entraîné à ce pilotage, c'est un véritable handicap, c'est une véritable charge de travail supplémentaire qui aurait pu être évitée et qui forcément vous empêche d'analyser correctement. Alors justement, on est au milieu de la nuit, il y a aussi des reproches qu'on voit souvent dans la presse vis-à-vis notamment de l'équipage et du commandant de bord qui était dans sa période des repos. On est sur un vol long, donc il y a 3 pilotes à bord qui vont se relayer pour avoir le commandant de bord qui soit frais au début et à la fin du vol. Est-ce que vous pouvez juste expliquer cette partie-là ? Oui, enfin voilà, en fait, il y a, dans ces vols qui sont très longs, il y a ce qui s'appelle un pilote de renfort, et effectivement, on tourne, c'est-à-dire qu'on prend un tiers du vol et on va se reposer pendant ce tiers du vol. Et là, le commandant de bord a choisi de se reposer avant qu'on ne sache qu'il y aura un accident, au moment de l'accident. Bon, c'est facile à dire après qu'il aurait fallu qu'il n'y aille pas à ce moment-là, mais moi je pense qu'au vu de la situation qu'on avait, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un danger particulier à aller se reposer à ce moment-là. Voilà, effectivement, après on peut dire, c'est toujours facile après. Oui, bien sûr, ce ne sont que des orages. Voilà, et puis c'est une procédure complètement normale, il ne faut pas non plus penser qu'il est en défaut là-dessus. Vous ne pouvez pas garantir lors d'un vol à 3 pilotes, avec un pilote de renfort, que la panne surviendra quand le commandant de bord est là. Bien sûr. Une autre panne, vous ne pouvez pas le garantir, ça fait partie du fonctionnement normal d'un équipage. Voilà. Donc on a à ce moment-là le commandant de bord qui revient également dans le cockpit. Qui revient dans le cockpit, voilà. Pour apporter sa connaissance et sa vision de la situation. Absolument, voilà, il revient dans le cockpit. Alors j'entends souvent dire que je me serais jeté aux commandes, etc. Je suis pas sûr de ça, moi je vais apporter un éclairage un peu différent, j'ai fait beaucoup d'instructions, et je peux vous dire que quand je suis derrière, en fait j'ai une compréhension de la situation qui est bien meilleure. Et avant d'agir, il faut comprendre ce qui se passe. À mon avis, cet équipage, cette nuit-là, n'a pas compris, n'a pas réussi à comprendre ce qui se passait. Donc se jeter sur un manche quand on ne sait pas ce qu'on va en faire, ça ne sert à rien. Par contre, quand on est derrière, et je témoigne de ça, puisque j'ai fait beaucoup de contrôles, en fait, on a une perception de la situation qui est excellente. À tel point que quand moi je vole, je demande à celui, et que nous sommes à 3, je demande à celui qui est derrière, s'il a à intervenir, et qu'il se penche en avant, parce que je saurais que c'est lui qui me donne une information, et que cette information a une capacité à concevoir et à analyser la situation qui sera différente de nous qui sommes un peu le nez dans nos instruments. Lui, il va avoir du recul. Donc il se met en position d'observer, de comprendre, de prendre ce recul qu'il n'avait pas jusqu'à ce moment-là. Absolument. À quel moment est-ce qu'on entre en décrochage ? Alors ça, c'est une vraie question. Alors on sait par les courbes quand est-ce qu'on rentre en décrochage, mais si on se met à la place de l'équipage, qu'est-ce qui se passe ? Le pilote automatique se coupe, et 5 secondes après, vous avez la première alarme stall. Stall qui est très bruyante, on ne peut pas la rater. Il y a une hiérarchisation dans les alarmes. Celle-ci passe par le canal auditif. Est-ce que c'est le meilleur ? C'est une question qui pourrait être posée. Je ne suis pas certain. Je pense que c'est un bon canal. Mais on a tous remarqué que quand on est stressé, on n'entend plus. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur canal. Mais en tout cas, ouais, absolument. En tout cas, elle se produit au bout de 5 secondes.
Et tout le monde peut aller vérifier sur les animations du BEA. À ce moment-là, l'avion énonce une alarme stall, mais l'avion n'est pas en décrochage. Il n'est pas en décrochage. Donc, ça pose quand même la question de cette alarme stall. Plus tard, il y aura des alarmes stall qui correspondront à un état de décrochage de l'avion. Mais là, il n'est pas en décrochage. C'est évident quand on regarde, il a 4 degrés d'incidence, il n'y a pas lieu d'être en décrochage. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en loi, fameuse loi alternate, les lois dégradées, le calage de l'alarme stall, et ça, nous l'avons découvert après l'accident, Airbus n'avait pas communiqué là-dessus, le calage de l'alarme stall est beaucoup plus bas, est beaucoup plus sensible. À tel point que, après l'accident, Airbus a publié des articles par la voix de son chef pilote d'essai de l'époque, Jacques Roset, dans lequel il explique que si on se retrouve en alternate, il faut absolument descendre de 4000 pieds sous le niveau maximal pour retrouver des marges et retrouver des alarmes stall qui veulent dire quelque chose. Et aujourd'hui, on s'étonne parce que ces recommandations, elles n'existent pas dans la documentation. Donc il y a une fragilité, une sensibilité, et en fait, les pilotes avaient conscience du risque d'apparition de fausses alarmes stall, et c'est très gênant en fait, si vous voulez, quand on est pilote et qu'on a des informations qui peuvent être contradictoires. Et elles sont contradictoires dans le réglage de l'alarme stall, elles sont également contradictoires dans les checklists. Ce soir-là, ils se sont retrouvés avec une première panne d'alternate. Dans cette panne alternate, en status, c'est-à-dire quand on déroule la checklist jusqu'au bout, il est marqué qu'en fait, les alarmes stall peuvent être de fausses alarmes. Si on regarde le deuxième point auquel ils sont confrontés, qui est le unreliable airspeed, c'est-à-dire une vitesse qui ne soit pas fiable, on voit dans la checklist qu'il est marqué que les alarmes stall doivent toutes être suivies. Donc, un pilote, quand il travaille sa compétence, il travaille ses checklists chez lui, il essaie d'en comprendre la philosophie avant d'être confronté, il les travaille, et il voit des informations suivant les checklists, pour une même situation, puisque ces 2 checklists apparaissaient au moment de l'accident, qui sont contradictoires. C'est pour nous une vraie difficulté d'avoir des éléments contradictoires à des événements qui sont les mêmes. Voilà. Donc difficulté de réaction à l'alarme stall, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît comme ça. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, à ce moment-là, parce qu'on imagine le décrochage, le terme d'ailleurs décrochage est trompeur, puisque ça donne l'impression que ça décroche et qu'on tombe et qu'on a ce ressenti. En réalité, ils sont avec le nez levé, avec une vitesse horizontale qui est de plus en plus faible, avec du coup l'air qui s'écoule de moins en moins sur le dessus de l'aile, et donc l'avion va s'enfoncer très doucement, très progressivement, sans ressenti de chute. Oui, absolument. Alors je rappelle à nouveau que les premières alarmes stall étaient fausses, enfin en tout cas la première, donc voilà. Donc c'était pas un décrochage. Et effectivement, petit à petit, par le mécanisme, premièrement, de mise en cabré effectivement des pilotes, mais pour récupérer une altitude, et ensuite par le mécanisme de déroulement du trim, ils sont effectivement, l'avion s'est de plus en plus cabré et est allé jusqu'au décrochage. Je rappelle que le BEA a dit bien que s'il n'y a pas d'action sur le manche, un avion en loi alternate ira jusqu'au décrochage à cause du déroulement du trim. Puisqu'il n'y a plus cette protection au domaine de vol qu'on avait. Absolument. Et si vous voulez, ce qui est problématique, c'est qu'il y a quand même des automatismes qui fonctionnent derrière et qui déroulent un trim et qui aggravent le décrochage. Mais effectivement, donc l'avion va de plus en plus s'accabrer et effectivement, il y a un moment où il ne peut plus être porté par l'air, par des phénomènes aérodynamiques, et il va effectivement descendre sans pour autant tomber. Enfin, je veux dire, il ne va pas piquer du nez, mais il va descendre comme une pierre. C'est plutôt un fer à repasser qui tombe qu'un avion qui pique du nez. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'alarme stall à ce moment-là ? Dans une bonne partie de la descente, il n'y avait pas d'alarme stall. Et dans la compréhension que j'en ai, c'est quand les pilotes ont fait l'action à piquer, qui aurait permis de reprendre de la vitesse et donc d'avoir de nouveau de l'air qui se coule sur les ailes et de sortir du décrochage, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas d'alarme pendant leur descente ? Alors, vous savez, moi, j'ai pas de réponse à tout. J'envisage des choses avec ma compétence, et moi, ce que je pense qu'à un moment, je pense qu'ils ont senti les gestes qu'il fallait avoir. Je pense que tous les pilotes d'Air France ont la chance, dans leur formation, au départ, de faire ce qu'on appelle de la voltige, sur des avions de voltige. Et je pense qu'il en reste une sorte de sens de l'air qui fait qu'en fait, vous sentez les choses et vous sentez ce qu'il faut faire parce que vous l'avez fait sur des petits avions acrobatiques. Et qu'il reste ça. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sentiment s'est réveillé de pilotage de base et qu'ils ont poussé sur le manche et que malheureusement... Ce qui était nécessaire. On ne sait pas si ça aurait pu sauver la situation, mais en tout cas, ils sont allés dans la bonne direction. Et malheureusement, les systèmes de l'avion leur ont dit le contraire. C'est-à-dire quand ils avaient la bonne action, le système de l'avion leur renvoyait une alarme stall,
Qu'ils n'avaient pas. Qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils étaient en deçà du seuil. En fait, c'est un seuil d'alarme, d'alarme qui est inversé. Et donc, quand les pilotes ont la bonne action, les systèmes avions leur renvoient que l'action est mauvaise, ils coupent à nouveau l'alarme stall. Si je le schématise de ma compréhension qui est peut-être fausse, le vent venait tellement du bas que l'alarme, elle n'avait même pas imaginé que ça puisse venir de si bas, et quand ils se sont mis dans la bonne direction, là, l'alarme était fonctionnelle. C'est qu'en dessous d'un certain seuil de vitesse, l'alarme ne fonctionne plus. Okay. Et elle réapparaît quand vous accélérez. Alors qu'en fait, elle devrait tout le temps fonctionner. Bien sûr. Voilà. Alors, dans cette configuration, est-ce que la situation était encore rattrapable ? Alors, il faut distinguer les différentes phases de vol. Dans un premier temps, vous avez donc des alarmes stall, dont certaines sont de fausses alarmes. Et il serait essentiel que le constructeur ait des consignes claires à ce sujet. Dans un deuxième temps, vous avez sans doute de vraies alarmes stall, et nous n'étions pas entraînés à pouvoir les gérer correctement, et la manœuvre d'urgence du constructeur a notablement évolué par la suite. Et dans un dernier temps, moi je ne sais pas si on pouvait se sortir de cette situation, je reprendrai juste les mots de Jacques Roset, il s'est exprimé après l'accident en disant « En fait, on n'a pas de réponse à cette question, on ne sait pas si même un pilote d'essai aurait pu récupérer la situation lorsque l'avion était sorti du domaine de vol, c'est-à-dire à peu près 1 minute après le débrayage de la coupure du pilote automatique. » Donc là, c'est le pilote d'essai d'Airbus qui dit ça ? Absolument. Ce qui, du coup, et c'est ça qui est compliqué pour le grand public, c'est que, par exemple, le contre-rapport d'expertise dit le contraire. Donc c'est compliqué extérieurement aussi de voir les différents paramètres. J'aurais tendance à croire celui qui a le plus de compétences. Je pense que le chef pilote d'essai de chez Airbus est celui qui a fait le plus de tests dans ce domaine et le plus compétent. Donc en fait, ouais, parce que extérieurement, le grand public, quand on voit par exemple le contre-rapport d'expertise qui dit que lui que c'était rattrapable, le BEA on sait pas, du coup Jacques Roset qui lui dit clairement on ne peut pas savoir non plus, c'est très compliqué de se faire une opinion sur ces éléments. Absolument, ça dépend de quoi on parle, une fausse alarme, une vraie alarme, et ça dépend de à quel moment on envisage les choses. Peut-être au début, et certainement pas à la fin. Donc là on va être sur cette descente encore une fois, qui est d'abord douce, qui accélère progressivement, avec un taux de chute du coup qui va être de plus en plus important, on va atteindre plus de 200 km/h de mémoire de vitesse verticale, encore une fois, sans, encore une fois, parce que les premières semaines, les premiers mois après cet accident, il y a eu des reconstitutions faites par les médias, où les gens se cognaient au plafond, etc. On est très loin de ça. Dans le cockpit, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de gens qui se cognent au plafond. Non, mais enfin bon, c'est suffisamment curieux comme situation pour que le commandant de bord revienne. Enfin, je veux dire, il a été appelé, mais enfin, il se rend bien compte qu'il se passe quelque chose de normal. Non, mais c'est pas non plus l'apocalypse. Les gens sont pas en train de sauter au plafond, non, mais effectivement. Dans les séries comme Air Crash, etc., c'est oui, plus non, ou moins ce qu'ils avaient représenté. C'est clairement faux. En fait, j'en parle parce que j'ai été très longtemps impliqué dans des stages contre la peur de l'avion, et les gens, ils avaient beaucoup vu ces images-là, qui sont du coup complètement fausses. Faut être clair aussi sur ça. Faut être clair. Mais il y a d'ailleurs un élément, puisque vous décrivez la chute et son aboutissement tragique, il y a un élément qui est quand même très intéressant, c'est que moi j'ai la conviction que les pilotes se sont battus pour comprendre pendant toute la durée de l'accident. Face à une situation... C'est moins de 3 minutes. Hein. Ouais, c'est 4 minutes, ouais, c'est ça. Face à une situation extraordinairement complexe, de nuit. Sans lune, sans visibilité voilà, avec des alarmes, un cockpit qui est saturé d'alarmes. Sans savoir si leurs informations sont fiables, c'est aussi un élément. Oui, aussi. Même quand les éléments sont redevenus corrects, eux, ils ne savaient pas s'ils pouvaient faire confiance ou pas aux instruments et aux ordres. Absolument. Donc une complexification de la situation extrême. Et on pourrait se dire ils sont passifs. Moi, je suis convaincu qu'ils sont actifs, les pilotes. Et d'ailleurs... tragiquement, juste avant de toucher l'eau, il y a une alarme qui retentit dans le poste, qui s'appelle l'alarme EGPWS, qui est une alarme qui se déclenche, voilà, qui se déclenche lorsqu'on se rapproche d'une surface terrestre. Et là, comme les pilotes comprennent ce qui se passe, ils ont une situation qu'ils identifient avec cette alarme, ils appliquent la procédure. Le commandant de bord lance la procédure. Donc ce sont des pilotes, lorsqu'ils comprennent ce qui se passe, qui lancent les procédures associées. Voilà. S'ils n'ont pas lancé de procédure associée avant, c'est qu'ils n'étaient pas formés, qu'ils n'étaient pas informés et qu'ils se sont trouvés saturés par une situation extrêmement complexe. Mais alors, là, si on fait ce bilan, évidemment, on ne veut pas refaire le procès avant le procès, on a une accumulation d'acteurs, c'est les plaques de Risson, mais finalement, on a des sondes défaillantes qui ont néanmoins pu être certifiées telles quelles. On a eu des précédents qui ont même amené certaines compagnies à clouer volontairement leur flotte d'A330 au sol, mais finalement, il n'y a pas eu d'ordre de la sécurité aérienne européenne qui a dit on change, contrairement par exemple à ce qu'on a eu sur le 737 MAX, où tous les avions, tous les 737 MAX, tant que c'était pas réparé, ils ne pouvaient pas voler, et ça va bien maintenant, et heureusement. On a finalement des pilotes qui se retrouvent dans une situation qui n'est pas censée exister, pour laquelle ils ne sont pas formés. Donc, on comprend aussi les familles des victimes qui disent mais ok, c'est un peu tout le monde,
et qui ne peuvent pas se satisfaire d'avoir des relax ou d'avoir juste un des acteurs qui va être accusé. Ça, on le comprend parfaitement. Pour nous, si vous voulez, le risque était parfaitement identifiable avant l'accident. Il était même identifié. Lorsque vous avez entre 2003 et 2009, connu par le constructeur, par Airbus, 33 cas connus de sondes bouchées, qu'en 2008, vous avez 10 cas, et que dans les 5 premiers mois de 2009, vous avez 10 cas, vous avez à l'évidence un problème. Vous avez à l'évidence une explosion de sondes qui se bouchent en vol. Mais du coup, il y avait quand même une AD, une Airworthiness Directive, qui imposait de modifier ces sondes dans les mois qui suivaient. Écoutez, ça, je pense que le procès je pensera là-dessus, puisque dans les tout premiers moments, Airbus a même conseillé à Air France de ne pas changer les sondes. Donc, je laisse à la justice le soin de détricoter tout cela, mais ce que je vois, c'est qu'avant l'accident, on a une explosion des cas. Et c'est comme si vous étiez en train de rouler en voiture, vers un mur, à toute allure, et que jusqu'à ce que vous percutiez le mur, vous vous disiez tout va bien. Ben non, tout va pas bien. Ouais, donc une situation identifiable. Je rappelle d'ailleurs aussi à ce sujet qu'il y a eu fin 2008 un rapport de 400 pages de la FAA qui pointe les pertes de contrôle en vol sur les avions de ligne et qui met en regard de cela un programme d'entraînement, notamment l'entraînement au stall. Donc je pense que l'industrie ne peut pas dire qu'elle n'avait pas identifié ce problème. Je pense qu'il a simplement été sous-estimé. Alors, heureusement, les choses ont quand même changé. Malheureusement, il a fallu prendre en compte cet accident dramatique pour que ça évolue. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble les différents éléments ? Déjà, vous êtes chez Air France, vous êtes pilote. Quelles sont les évolutions qu'il y a eu dans la compagnie aérienne ? Alors, les évolutions... Je pense que d'abord, il y a eu des évolutions en termes d'entraînement, mais qui ne sont pas liées à la compagnie aérienne. C'est l'EASA, dans les recommandations qui ont été élaborées par le BEA, qui a élaboré un programme d'entraînement, justement, à toutes ces situations de perte de contrôle en vol. Donc ça s'applique évidemment aussi à Air France, bien évidemment. Air France a fait plus que le strict nécessaire, puisque dans les mois qui ont suivi, on est tous passés au SIMU pour revivre cette situation de façon un peu simplifiée, mais être à nouveau exposé à cette situation et s'y entraîner. Juste derrière l'accident, Air France a décidé que tous ces pilotes s'entraîneraient spécifiquement à une panne telle proche de celle qu'ont vécu notre collègue. Juste Air France ? Ou c'est quelque chose qui est général à toutes les compagnies ? De ma connaissance, c'est juste Air France. D'accord. De ma connaissance. Donc ils ont fait plus que ce qui avait été exigé par les autorités de sécurité aérienne. Absolument. Okay. Et je peux vous dire que, bien évidemment, tous mes collègues ont suivi cette séance de simulateur avec émotion et ont pu réaliser combien la situation était compliquée à gérer. Oui, parce que je parle de la compagnie aérienne, mais effectivement, si ça avait été un vol entre l'Afrique du Sud et Singapour dans les mêmes conditions, je pense que ce serait passé la même chose. Oui, sans doute. Ce sont les règles de formation et d'entraînement des pilotes qui ont évolué. Voilà. Donc l'EASA a clairement modifié toutes les consignes d'entraînement des pilotes et tous les 6 mois, depuis cet accident tragique, on s'entraîne aux récupérations de perte de contrôle en vol, qui inclut le décrochage, mais aussi d'autres possibilités de perte de contrôle en vol. Ensuite, je pense qu'il y a eu on peut dire qu'il y a eu des modifications dans la conception des avions. Je vais vous donner un exemple. L'Airbus 350, il n'a plus juste 300 de pitot. Il a 2 points supplémentaires de prise de pression pour élaborer la vitesse, de façon à ce que les points de prise de pression ne soient pas tous au même endroit et exposés au même risque. Notamment NIADS qui se trouve dans les moteurs. Voilà, exactement. Mais également le BUS, le Backup Speed Scale. Alors ça, c'est un autre système d'élaboration pour pouvoir piloter en cas de givrage. Voilà, de secours. Mais même si les sondes gelaient, maintenant, il y a quand même des sondes de secours qui sont basées sur les sondes d'incidence qui permettent de donner une vitesse. Absolument. Donc on est quand même sur une évolution majeure à tout point de vue. À tout point de vue. Et il y a également des modifications qui ont été faites dans les procédures, puisque cette fameuse procédure de récupération du stall, du décrochage, qui n'était pas une manœuvre d'urgence, c'est-à-dire que le constructeur ne disait pas que son avion pouvait décrocher et qu'il y avait une manœuvre qui permettait de le récupérer. Il avait édité une checklist dans une partie supplémentaire de sa documentation, donc il ne répondait pas à une réaction rapide en croisière en moins de 10 secondes, qui devait se faire à 2, et pour laquelle on appliquait la pleine poussée pour sortir d'un stall, ce qui est pour moi complètement contraire aux règles de base. Aujourd'hui, cette procédure de récupération du décrochage par le constructeur, c'est une vraie manœuvre d'urgence, elle n'est plus en procédure supplémentaire, et on n'applique plus la pleine poussée. Au contraire, il est même demandé de la réduire pour retrouver de l'autorité aux commandes. Alors, je dois dire que Boeing a fait la même chose aussi, pour être tout à fait équitable. Et pour finir, Airbus a également modifié son système de commande de vol, puisqu'aujourd'hui, sur les 320 et les 330 Neo,
vous avez une fonction d'inhibition de l'autotrim à basse vitesse. C'est-à-dire que quand on se retrouve en loi alternate, avec un avion éventuellement qui monte, un trim qui déroule, il y a un moment où ce trim, cet automatisme qui déroule sans que les pilotes en aient conscience, va s'arrêter. Il ne va donc pas emmener jusqu'au bout l'avion au décrochage profond que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça ressemble presque au problème sur le 736 MAX dans ce cas-là, où le trim se déroulait. Alors, le problème commun, et ce sur quoi nous nous battons, c'est qu'on ne peut pas avoir dans un avion des pilotes et des automatismes qui se combattent les uns les autres. C'est exactement la même chose sur le 737, vous avez des pilotes qui se sont battus contre leurs automatismes. Là, c'est pareil. Vous avez un trim qui déroule, les pilotes qui n'en ont pas conscience, et le trim les emmène au décrochage profond. Bon. Donc nous, on milite fermement pour une information complète des pilotes, une formation associée, et on milite même pour pouvoir en fait couper ces automatismes quand ils deviennent fous. Passer en loi directe. Absolument. Alors, pour l'anecdote, au Bourget, j'ai vu dans le cockpit certains Airbus qui avaient un bouton passage en loi directe. Ce sont des Airbus militaires et Airbus n'a jamais voulu implémenter ça dans ses avions. Il faut voir que sur le 777, que je pilote et que je connais bien, on peut passer en loi directe. Et le constructeur dit, si jamais l'avion devient impilotable, en dernier cours, tentez de passer en loi directe, vous allez peut-être retrouver de l'autorité sur les commandes. Et qu'est-ce que ça pourrait être ce dernier cours? Et ça pourrait être peut-être un avion qui décolle, touché par un missile, les commandes de vol ne fonctionnent quasiment plus, vous ne pouvez plus piloter l'avion, sauf à vous passer de tous les automatismes, de toutes les lois de commande, passer en mode direct, et c'est ce que recommande Boeing. Malheureusement, Airbus n'a jamais voulu aller dans cette direction. Peut-être qu'on pourra leur passer le message. Ouais, ils vont l'écouter, je suis pas inquiet. J'espère. Vincent Gilles, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Écoutez, non, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Et d'avoir invité la voix des pilotes que j'essaie de pouvoir représenter du mieux que je peux. J'espère qu'on a été juste dans notre analyse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le Air et Cosmos de la semaine avec le meilleur avion du monde, l'Atlantique 2. Voilà, j'ai été sur cet appareil il y a quelques temps. C'est pour ça une excuse. N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. Et puis on vous dit à très bientôt dans le studio Air et Cosmos.